ça y est, c'est parti pour ce ZCL News de ce jeudi 9 mars. Aujourd'hui, on va recevoir, comme d'habitude, des gens importants. Madame Pinault, Gisèle Pinault, bonjour. Bonjour. Écrivaine. Elle a une action de mai au MAC. Jocelyne Daril, qui depuis des années mène, il faut le dire, un combat pour faire profiter à des jeunes Guadeloupéens. C'était au départ aussi de la musique. Aujourd'hui, maintenant, on a changé un petit peu le registre. On est toujours dans le même registre, c'est la culture. La culture, avec Raphaël Kamumba, qui est avec nous. On va en parler tout à l'heure. On va recevoir un peu plus tard Nadège Saha, chargée de mission de développement au sein de la CRES. Elle sera accompagnée de Anaïs Pinault-Fargeau, qui est conseillère en économie sociale. On va recevoir aussi Josette Soulepin, responsable de communication de l'Académie du Cas. Et on va terminer avec Nathalie Jacobi-Coali, qui est notre juriste permanente ici au ZCL, avec elle on parlera de la garde à vue. Sinon, l'actualité, d'abord, c'est le point Covid, on fera tout à l'heure. L'hommage à Serge Tinganinski, qui est décédé, c'était un ancien directeur d'Air Caraïbes, puis qui était passé à Air Antilles, et puis on fera le bilan des douanes. Mais avant, on va revenir tout de suite sur une interview que nous venons de recueillir, c'était tout à l'heure, Denis Delumeau, vous le savez, était en grève de la faim depuis le 12 février, 27e jour. Nous l'avons rencontré il y a à peine une demi-heure. Son interview, on écoute. Et là, on a l'impression qu'on a déposé les armes, qu'on l'a pas à tienne. Donc, on fait un électrocardiogramme beau matin. Il a avéré bon pour le moment, selon sa docteur Amouin Zima. Et là, on a décidé d'arrêter après 27 jours. On a arrêté grève de la faim en moins. Il fallait annoncer aux suspendus et à la population. Mais quand même, au Québec, ils sont au combat, vous menez quand même. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont en échec. Pour moi, c'est un échec parce que moi, on veut réintégration à tous les suspendus de Guadeloupe. Donc, effectivement, famille en moins, prochainement, quasiment à un échec. Donc, je dis, moi, point plutôt qu'on relais. Et bon, à partir de ce moment-là, ça, on dit effectivement, c'est un relais, mais moi, on dévelé au bout action en moins que tout le monde l'a réintégré. Donc, le fait qu'on a arrêté en cours, pour moi, c'est un échec. Mais effectivement, comme on t'a dit, staff médical en moins, quand on est jusqu'à limite d'accord en moins, donc yo dit moi bon matin stop. Mais en entourant, on tenait quand même en grande solidarité. Ah oui, ça, toute Guadeloupe, je encore remercier toute Guadeloupe, je encore remercier tout le monde, qui est blanc, qui est nègre, qui est indien, tout le monde est solidaire. Et en cas pensé, il y a une grande solidarité en Guadeloupe comparativement à ça, parce que jusqu'à présent, tous ces personnels-là qui sont suspendus, ils ont mangé matin, midi et soir grâce à la population. Je dis bien grâce à la population, pas grâce aux élus, grâce à la population. Parce qu'en cas que ils ont préparé route du homme, ils ont mettre des appels à projet. Carnaval déjà fini, mais ils ont un appel à projet qui est jusqu'au 30 mars. Ils ont mettre 200 000 € dedans. Pendant plus de 1 millier de familles ici qui sont suspendues parce qu'à l'hôpital c'était 400, maintenant ça doit descendre puisque ni monde qui montait, ni monde qui trappait Covid, des certificats de rétablissement ils ont monté. Mais ni des familles en bas, il n'y a pas ni salaire, il n'y a pas ni rien. Et parfois des couples, il n'y a ni timon. Et ça, on a trouvé ça inhumain parce qu'on suspendu, ne peut pas ni Pôle emploi, ni fait rien. Il est obligé de rester là. Donc pour moi, c'est un chantage, c'est pour pousser à être dehors. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Quel dernier mot que tu as à Guadeloupe? En cas de Guadeloupéen, pas juste garder ça l'autre la café, garder ça vous café, car vous qui menez le pays. Chaque monde a un habité à faire. Qui est journaliste, qui est administratif, qui est technique, qui est ouvrier, chaque n'y habité à faire pour payer à autres. Ils doivent vivre en pays à autres, mais ils ont un devoir pour la Guadeloupe. Et le devoir là, c'est les autres qui doivent savoir qu'à pour mener à hauteur à autres. Pas monde pas forcer les autres, mais faire habiter pas payer à autres à hauteur à autres. Et les autres Guadeloupéens, en cas de arrêter de critiquer, nous entre nous, mieux vaut nous laver linge en nous tout seuls, mais que nous pas mélanger pas mon habiter en nous. C'est ça qui est Guadeloupéen. De Lumo, donc, qui a mis un terme à sa grève de la faim, débuté, si je vous le rappelle, c'était le 12 février. Il était suivi par un staff médical avec notamment Mouna Edouaville et d'autres médecins. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur cette action. En ce moment même, au Conseil général, il y a une réunion avec le collectif et aussi
le conseil général, le président du conseil général, je parlais de monsieur Losbar. Ça se déroule pas trop bien jusqu'ici. Nous aurons des informations dans la journée. Alors, je reviens vers madame Gisèle Pineau, notre écrivaine, autrice nationale, qui vient à Marie-Galante, qui est venue spécialement pour répondre à nos questions. Alors, vous avez sorti un bouquin il y a 2 ans, 3 ans maintenant, c'était Adi. Adi, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. 2021. 2021. Tout à fait. Un bouquin qui a révélé beaucoup de choses parce que vous êtes allé puiser dans la mémoire de la Guadeloupe pratiquement et une partie aussi de la France pour écrire cet ouvrage sur une personne qu'on ne connaissait pas. Qui venait de Pointe-à-Pitre. Alors moi je croyais que c'était une Saintoise, mais moi elle dit qu'elle venait de Pointe-à-Pitre. Oui, sa famille était des Saintes, mais oui. Adi a vécu son enfance dans la région pointoise. Oui. C'était une pointoise. C'est une histoire qui m'a vraiment tenue pendant près de 5 ans. Oui. Quand j'ai découvert cette femme aux côtés de Man Ray, le célèbre peintre américain et photographe. Oui, oui. J'ai été éblouie, j'ai été fascinée par la beauté de cette femme et tout ce qu'elle dégageait. Puisqu'il faut savoir que sur Internet, on trouve facilement, sur Google, on trouve facilement des centaines de photos d'Adrienne Fidelin. Oui. Et pourquoi cette Alors, muse... c'est son vrai nom, Adrienne Fidelin. Oui. Pourquoi cette muse a été oubliée? Parce quand on pense à Man Ray, on pense souvent à Kiki de Montparnasse ou bien à Lee Miller. Oui, bien Mais sûr. ce que je me suis dit en tant que Guadeloupéenne, je dois écrire l'histoire de cette femme. Oui. Je dois la faire sortir de l'obscurité. Et puis, quand j'ai commencé à plonger dans son histoire, j'ai découvert des pans entiers de l'histoire de la Guadeloupe. Oui, puisque Adi, elle naît à Pointe-à-Pitre, mais quand le cyclone de 1928 passe et dévaste la Guadeloupe, je découvre, toujours sur Internet, dans son arbre généalogique, que sa maman va mourir le 12 septembre 1928. 2 ans plus tard, son père meurt. Adi se retrouve orpheline et elle va partir à Paris. Et quand je fouille, je descends dans l'histoire d'Adi, je découvre aussi toute la vie de Pointe-à-Pitre, toute la vie de la Guadeloupe. De l'époque. Il y a tant à dire. Oui. Et tous ces gens qui ont dû quitter la Guadeloupe suite au ravage, au désastre du passage du cyclone de 28, eh bien, je les retrouve à Paris aussi. Ils ont pris les paquebots, comme Adi, et ils sont arrivés, ils travaillent dans les usines Citroën, Renault à Boulogne-Billancourt. Et tous ces gens, tous ces Guadeloupéens, tous ces Antillais vont faire danser Paris. C'est l'époque du bal nègre. Le bal nègre. Oui, bien sûr. La biguine est vraiment en vogue. On entend de la biguine partout. Il y a des bars et des dancing qui s'ouvrent partout. Paris fait la fête sur ces airs de biguine. Alors, la grande histoire, elle est aussi présente dans ce livre parce qu'elle est riche, parce qu'il y a l'exposition coloniale de 1931, il y a les surréalistes qui font la pluie et le beau temps, qui veulent révolutionner l'art, il y a aussi le mouvement de la négritude. Alors, pour une écrivaine, j'avais beaucoup de choses à dire. C'était une caverne d'Ali Baba pour vous, pratiquement. C'était compressé dans ce temps. Cette histoire d'amour entre Adi, puisqu'elle va le rencontrer très vite au bal de la rue Blomet. Il est déjà très âgé, à l'époque. Ils ont 25 ans de différence. Voilà, Mais c'est une histoire d'amour fulgurante, parce que ça se passe exactement dans l'entre-deux-guerres. La période la plus faste du mouvement des surréalistes. Là où Man Ray vraiment est dans toute sa créativité. Alors, Adrienne Fidelin, elle va côtoyer Picasso, Paul Éluard, tous ces peintres, mais tous ces artistes fabuleux, et elle aura sa place. Elle ne sera pas simplement une petite fleur des îles qui dansait et qui se balade les seins nus. Adi va apporter beaucoup de fraîcheur et de légèreté, d'inspiration aussi à ces artistes, puisqu'elle va être peinte par Picasso. Elle va inspirer la poésie de Paul Éluard, et puis surtout elle va être la muse, la merveilleuse muse par Man Ray. de Man Ray. Justement, juste un petit mot, Gisèle. La couverture du livre a suscité beaucoup de polémiques. Visiblement, votre éditeur était d'accord pour cette couverture? Non, mais c'est l'éditeur qui a fait le choix de cette couverture. Oui. Et moi, j'ai accepté parce que
c'est de la beauté, c'est de l'art, c'est merveilleux. Parce qu'on voit quelques poils pubiens, on est complètement tourneboulé. Oui. Non, en fait, j'ai accepté le choix de mon éditeur. Oui. Parce que je me suis dit, je ne vais pas faire injure à cette femme libre. Je ne vais pas faire ma timorée, avoir peur de la critique. Je dis, ok, Adi, elle l'a posée nue. Oui. Elle était là, elle a posé nue. Elle est tellement belle. Alors, bien sûr, ça a été censuré sur Facebook. J'ai beaucoup d'amis qui ont vu leur compte suspendu pendant quelques jours. Quand ils faisaient si occuper l'ouvrage, la couverture. J'assume complètement cette couverture. Et quand on me dit, est-ce que ce n'est pas obscène un peu, Madame Pinault? Je dis non. Ce qui est obscène, c'est la guerre. Oui. C'est tout ce qu'elle a traversé pour survivre. Parce qu'elle était là pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est restée à Paris, tandis que Man Ray a dû rejoindre les États-Unis, puisqu'il était juif. C'était une femme noire, un homme juif. Et leur amour, ça a été extraordinaire. Alors, le deuxième ouvrage que vous avez présenté demain, c'est au MAC, demain après-midi. C'est un peu la même période aussi. Oui, les femmes d'antan. C'est Guadeloupe d'antan. Guadeloupe d'antan. Oui. Alors, j'ai été invitée par la Maison de l'Architecture au préalable. Et puis ensuite, bon, la soirée s'est déplacée au MACT tout récemment. J'en suis très heureuse. Hein. J'espère que mes lecteurs viendront nombreux. Oui. Alors, je pense que ces deux livres se répondent, s'interpellent, parce qu'on retrouve cette même époque des années 30. On va découvrir dans ce livre de cartes postales anciennes, magnifiques cartes postales. On va découvrir la Guadeloupe d'autrefois. Et j'ai été chargée de rédiger les textes et en fait d'illustrer de mes mots ces magnifiques cartes postales. En fait, Guadeloupe d'antan et Adi, c'est une continuité, en fait. C'est une continuité, puis c'est surtout mon amour de la Guadeloupe, de poser ma pierre, dire voilà ce que je fais pour mon pays, voilà ce que je fais pour la Guadeloupe. Moi, j'écris, c'est mon seul talent. Et vous êtes toujours en train d'écrire? Je suis toujours en train d'écrire à Marie-Galante. Donc il y a déjà quelque chose en route, j'imagine. Tout à fait. Je vais aller plus loin, je vais retourner en Afrique. Je reviens d'un séjour au Bénin et j'ai été fortement inspirée. Ça va être le sujet et l'objet de mon prochain roman. Alors, donc rendez-vous demain à partir de 17h. Demain, à partir de 18h30 au MACT. Je pense qu'il faut avoir un passe vaccinal. Oui, je crois. On va faire un test. Un test à l'entrée simplement. Mais je vous attends vraiment, mes chers lecteurs, je vous attends pour découvrir encore quelques facettes d'Adi et puis cette période merveilleuse de l'entre-deux-guerres. On a changé la couverture d'Adi, visiblement. Non. Non, là, c'était une photo de Man Ray, d'ailleurs. Oui. Voilà, avec à Mougins. Et non, c'est pour que ça soit présentable. Oui. Mais c'est une magnifique photo. J'aime bien que ça soit présentable. On voit toute leur complicité. Oui. Et c'est une photo j'ai eu un superbe article dans l'IB, et c'était cette photo qu'ils avaient retenue. La Guadeloupe, elle est là. Oui. La Guadeloupe et la France. Parce qu'en plus, enfin, vous le savez sûrement, parce que j'ai reçu Madame Aubin-Claire il y a quelque temps. Après le cyclone 28, il y a eu Aliture. Mais j'en parle, bien sûr. Oui, bien sûr. J'en parle. Et elle a fait un ouvrage sur Aliture. On l'a reçu, on va la recevoir la semaine prochaine encore parce qu'il y a d'autres choses à dire. Et donc, toute cette période de la Guadeloupe de 28 et au-delà, 30, et toutes les polémiques avec Aliture et tout ce qu'il a laissé, parce qu'il a pratiquement reconstruit le pays. Mais c'était le béton, puisque tout avait été chalviré. La avait été effacé complètement. Oui. Et on misait vraiment sur le béton. On s'est dit, c'est l'avenir de la Guadeloupe, le béton. Mais il a laissé de magnifiques œuvres. Et puis moi, j'aime beaucoup l'architecture. D'habitude, on verra ça cette semaine. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Et puis, à demain. Voilà, à demain, à partir de 18h au MAC. Alors, on se tourne vers une personne aussi importante, Jocelyne Daril, qui est directrice des actions politiques culturelles de Cap Excellence, qui depuis des années mène un combat pour la culture. Comment ça avance, Jocelyne? Eh bien, on avance gentiment. Oui. Tout d'abord, je vais saluer Gisèle. Oui. Je l'ai vue, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Et je suis rentrée un peu vite tout à l'heure, donc vraiment, Gisèle, avec plaisir. Jocelyne Daril qui a été à la DRAC il y a quelques années, on se souvient. Elle est maintenant à Cap Excellence. Tout à fait. Alors, elle est accompagnée de Raphaël Kabumba, qui est médiateur, intervenant en MAO. Alors, comment ça s'organise, ce travail avec ces jeunes pendant les vacances? Parce que c'est un travail qui est fait là en ce moment. On peut faire un petit peu d'histoire avant? Oui, je pense qu'il peut dire oui.
En fait, l'atelier vacances, expérience. Oui. Donc, ce sont des ateliers autour de la création artistique. Tout à fait. Ils sont nés après la grande période de confinement de 2020, pendant qu'on était tous confinés avec José Henry, qui est par ailleurs coordonnateur. Mais le cerveau n'était pas confiné. Le cerveau n'était pas confiné, qui était par ailleurs coordonnateur d'Emos. On a commencé à réfléchir comment on pouvait, à la sortie de ce confinement, redonner la capacité au public de se réapproprier leur environnement, leur corps, leurs pensées, parce que tout était un peu confiné. Oui. Et donc ça, c'était la première édition en 2020. Oui. Et en 2022, on revient avec l'atelier vacances sur 3 périodes. Oui. Donc il y a eu une période carnaval. Oui, bien sûr. La prochaine période sera à Pâques. Oui. Et après, la les dernière grandes période, vacances. ce sera pendant les vacances de juillet. Oui. Et tout ça pour aboutir, à partir d'ateliers thématiques et pluridisciplinaires, à une création collective. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais la création, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout à Chez fait. nous, c'est la seule ressource qui existe de manière inépuisable. Tout à fait. Et on s'en Alors rend compte. certes, c'est un peu subventionné, Oui. mais c'est surtout une ressource disponible qui ne finira jamais. Notre intelligence, notre capacité de production et de création, De créativité extraordinaire. on le voit Ça, tous les jours, est extraordinaire. Et pour cela, on s'entoure de compétences. Oui. Et notamment, avec José Henry, on aime bien donner l'occasion à de jeunes créateurs, de jeunes intervenants artistiques ou médiateurs, de nous accompagner aussi pour le renouvellement, l'appel d'air qu'ils apportent. Et voilà, et je passe la parole à Raphaël. Alors, Raphaël, comment ça se passe avec les jeunes? Ben, ça se passe très bien, hein. Ce sont des jeunes qui sont très doués. Alors, au départ, ils connaissent déjà ou bien vous leur transmettez déjà? Alors, au départ, on fait un petit récapitulatif de l'atelier, Oui. comment ça va se passer. Et puis après, très vite, ils comprennent un peu ce qui se passe, puisqu'on travaille avec les nouvelles technologies. Oui, Donc ça ils se sont voit. déjà ils sont dedans. Oui. Donc forcément, ils sont pas délaissés, quoi. Ouais. Et du coup, ça se passe très bien. Ils prennent les outils très rapidement en main. Oui. Et puis voilà, ils connaissent déjà comment on fonctionne, parce que bon, voilà, ils ont déjà Mais ce sont souvent des amateurs de TikTok en plus. Hein. des amateurs de TikTok, de musique, de tutos YouTube, donc ils connaissent. Ils Voilà, connaissent. c'est ça. Et donc, alors on verra quand alors ces ateliers, on va les montrer quand même un moment. Oui, on va choses. les montrer. Oui. D'abord, il y a cette restitution qui aura lieu en juillet. Oui. Donc, je ne peux pas vous dire à quoi ressemblera. Ah non, C'est tout l'intérêt. Oui, c'est comme on dit, in process. C'est ça, c'est ça. Donc, on avait là, pour cette première session, des ateliers MAO, Oui, musique MAO. assistée. Musique assistée par ordinateur, C'est oui. ça. Donc, c'était Raphaël qui C'est était moi qui l'intervenant animais, artistique. Oui. L'atelier, et du coup ça s'est bien passé, les enfants étaient très créatifs, on a pu faire un morceau qu'on entendra justement en juin-juillet. Pour la Quel type restitution. de musique vous avez fait? C'était de l'afrobeat, c'est de Ah ben l'afrobeat. oui, bien sûr, c'est de l'afrobeat, incontournable l'afrobeat maintenant. Gisèle, vous connaissez l'afrobeat? Oui, oui, bien sûr. Quand même. Je sais pas. Hier, j'en parlais avec un invité de l'afrobeat et effectivement, aujourd'hui, oui. Mais il y a Raphaël. quand même une petite touche Wada. guadeloupéenne. Ah, quand même, On a rajouté du K Ah, d'accord. dans la petite sauce, et Oui. vraiment c'est magnifique. Oui. Et donc, il y aura un morceau qui sortira de l'atelier. Il existe. Il existe déjà? Oui. Mais ils sont tellement créatifs, ces gamins. Oui. C'est impressionnant. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés à l'atelier, ils arrivaient déjà avec des instrus. Après, il y avait d'autres ateliers. Oui. Il y avait un atelier graphique. Oui. Je raconte ma vie un petit peu. Oui, allez, tu peux y Ce aller. jour-là, il y avait plein de galères, ce jour-là, dans ma vie professionnelle. Et j'arrive à l'atelier qui avait démarré depuis 1h30, qui était encadré par Samuel Combe. Et donc, les enfants prenaient en main une application qui s'appelle Canva, graphique. Oui. En 1h30, ils avaient trouvé un slogan. Wow. Ils avaient décidé de s'autoproclamer jeunesse artistique, quand même. Après un brainstorming, Oui. quand même. Ils ont entre 12 et 16 ans, hein, à peu près. Ensuite, ils ont commencé à travailler sur des logos, chacun comme il le voyait. Oui. Donc, toute cette équipe-là, elle va travailler graphiquement sur toute la charte graphique de la future création. On avait également un atelier multimédia qui était encadré par Tafari Tyrolien, et Caroline Germain, Caroline Germain. et qui, eux, travaillaient aussi sur le journalisme, l'interview, un métier
qui ne vous est pas si éloigné. Oui, mais j'imagine. Et peut-être qu'on pourrait essayer, enfin je me permets, de leur faire visiter un studio. Oui. Avec plaisir. Pas de problème. Avec plaisir. Pas de problème. Et puis, on a eu des surprises aussi. On a eu Sephora qui a voulu, sur la musique, mettre de la danse. On avait un atelier d'écriture encadré par Michael Issa Tyrolien. Bled Mikey, pour ne pas le nommer. Enfin, on a des intervenants de qualité et surtout qui sont à la portée, qui n'essayent pas d'emmener les jeunes vers ce que eux ils savent faire, qui essayent de se mettre à la disposition des jeunes pour que eux puissent exprimer ce qu'ils ont envie de faire. Alors, je me souviens pour les précédents ateliers, on avait vu quelque chose au Hall des Sports, magnifique spectacle. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose de similaire pendant les vacances? Je ne sais pas si on pourra aller à cette hauteur, mais je peux vous dire 2 mots de Demos, puisque vous me... Demos, oui, je me souviens. Allez, je vous dis 2 mots. J'ai bien suivi ce mouvement, donc, si on peut l'appeler comme ça. Nos enfants, beaucoup étaient dans les ateliers. Après 4 ans de dispositifs d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, passent en Demos avancé. Demos avancé a démarré en janvier 2022. Et donc là, on est sur une année et leur grand concert, ce sera en décembre. Ah, le grand concert, ben, je me disais bien, Voilà. Oui. Mais, entre-temps, ce groupe, puisque sur les 100 du début, en 2017, il nous reste un peu plus d'une 50aine d'enfants, là, on passe sur autre chose. Leur répertoire, déjà, est différent. Il n'est pas essentiellement sur le classique. Il est très tourné vers les musiques caribéennes. Bien sûr. Et notamment, tout ce qu'on peut faire en matière de patrimoine culturel et matériel sur la création musicale avec notre chef, Jean-Michel Delesdel. Oui. Donc là, ils travaillent l'improvisation, leur capacité de création. Oui. Donc l'atelier vacances, Demos avancé, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Simplement, ce qu'on essaye de faire avec José Henry, le coordonnateur, c'est d'essayer de mixer les publics. Prendre le public des bibliothèques, dont on s'occupe également, de la lecture publique, les mélanger avec ces enfants de la musique. Et ça donne quoi? Vous le verrez en juillet. Bon, d'accord. Vous le verrez en juillet. Je n'en sais rien. Je suis incapable de le dire parce que vraiment, je leur fais confiance sur leur capacité de création. Et par exemple, à Pâques, on va rajouter du stand-up avec le Comic Creole Show. On va rajouter plein d'ateliers. En juillet, j'espère que l'offre sera encore plus pléthorique pour qu'on arrive vraiment à un spectacle de bout en bout, présentant toute leur capacité de... Et alors, un truc très sympa, et on l'a fait déjà pour la première restitution, c'est qu'ils portent l'organisation de la manifestation. Aussi. On va essayer de mettre en place, soit en avril, soit en juillet, un petit module sensibilisation aux métiers et techniques du spectacle. On n'y pense pas assez, mais il faut créer la relève. Où le monde événementiel était pratiquement... avait disparu, pratiquement. Enfin, avait... Et ça reprend gentiment, voilà. Enfin, ceux qui peuvent reprendre. Ceux qui peuvent reprendre. Parce que la situation est compliquée. La situation est compliquée, toujours contrainte. Il y a des contraintes réglementaires très très fortes. Oui. Mais en même temps, c'est comme une cocotte minute. On ne pourra pas toujours retenir les gens. C'est clair. C'est comme ça. Ouais. Et la culture permet de s'échapper. Le travail de Raphaël continue jusqu'à juillet? Jusqu'à juillet, oui. Je vais continuer à accompagner les jeunes, les nouveaux aussi, et puis on va sûrement faire d'autres morceaux ensemble, parce qu'ils ont vraiment des choses à dire et à exprimer. D'accord. Donc voilà. On sera heureux de ce spectacle. Alors c'est juillet le rendez-vous ou décembre? Alors, juillet, c'est l'atelier vacances, la restitution. Et en décembre, Demos avancé. C'est le grand show. Demos avancé avec la chorale des mamans, les enfants, la 50aine d'enfants, les professeurs, Demoska. Oui, Demoska. Demoska, qui est le dernier pupitre qu'on a créé et qui va venir rejoindre l'orchestre. Non, et ça va être extraordinaire. Juste une dernière question, Justine. Est-ce que finalement Demoska, enfin ce travail des 50 enfants, ça va être exporté parce que c'était prévu à un moment Toujours l'étude. On va essayer déjà de tourner dans la Guadeloupe. Oui. Moi, je crois beaucoup au mimétisme. Si les enfants voient des enfants qui sont capables, ils auront envie d'être capables aussi. Donc, on essaye d'organiser une tournée régionale. Dès mercredi prochain, nous serons au Centre José Emmanuel Albon avec Demos Excellence Guadeloupe. Aux Abîmes, il faut le dire. Aux Abîmes. Pour une journée qui s'appelle
Mi-carême Break, oui, avec plein des compagnies comme la Saillie sur le cirque, il y aura DJ Stanley pour la musique, c'est toute l'équipe de José Emmanuel Albon et notamment M. Nicolas Nabajotte qui organise ça, et Patricia Cancel, et il y aura des mousses, donc on essaiera de présenter en tout petit un extrait de ce qu'on est maintenant, c'est-à-dire une pièce de Demosca, une pièce de la chorale des mamans, et je suis très fière d'elle, dirigée par Xenia Caraïbe, et l'orchestre. Et je ne dis pas quels sont les titres qu'on va jouer, mais il y aura une pièce classique et une pièce traditionnelle. D'accord. Ben, on prend note de tout ça. Merci. Et on vous encourage pour ce travail que vous faites. Ça fait combien? 4 ans déjà? 5 ans? Demos depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Vraiment un travail extraordinaire. Il faut le rappeler, ce sont des enfants qui venaient de quartiers défavorisés, qui n'avaient jamais vu un instrument de musique pour la plupart. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais je ne vais pas dire défavorisés, parce que si on commence à dire qu'est-ce qui est défavorisé en Guadeloupe, tout le monde. Dans le quartier populaire, on va dire. Quartier populaire, et qui n'avaient jamais touché, pour certains, qui n'avaient jamais touché un instrument de musique. C'était même le critère pour accéder. Avec de bons formateurs aussi. Je pense à QAB, il est toujours là, QAB. Claude est toujours là, Gérard Gros. Qui est-ce que je vais citer? Et puis Lesdel, bien sûr. Bien sûr, Jean-Michel Lesdel. En tout cas, on a noté les rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, 2 rendez-vous demain avec Gisèle Pinault. Ce sera au MAC à partir de 18h. Si vous n'avez pas encore à dire, c'est le moment de l'avoir. Gisèle, il faudrait quand même une petite signature, si on porte le bouquin. Peut-être, si on a le temps. Je ne sais pas s'il y aura les livres. S'il y aura le bouquin. Si les livres seront là, je ne sais pas. Peut-être que les gens peuvent venir avec leurs exemplaires. Oui, ceux qui ont déjà leur exemplaire. Oui, bien sûr, je vais faire une dédicace, bien sûr. Aussi un salaire que je me souviens. Oui. Tu te souviens? Bon, ok. Et puis, rendez-vous donc au centre Albon, ce sera mercredi prochain. Mercredi 23, et nous passons c'est une avant-première de ce qui va se passer en juillet. Mais une petite idée de juillet-décembre. Juillet-décembre. Nous serons à 17h, mais ça commence depuis le matin à 9h et jusqu'au soir. D'accord. Bravo Jocelyne, en tout cas, merci d'être venu. Raphaël, merci aussi pour le travail fait avec ces jeunes. On a vu, et vraiment, ça donne envie de vous dire de continuer, Jocelyne. On va essayer de continuer. Voilà, il est 13h, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je parlais de Nadège Saha, Anaïs Pinault-Charles. Anaïs Pinault-Charles, Fargeau. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Bon, vous allez la voir tout à l'heure. Et bien sûr, José Turlopin, dans un instant. Il est 13h, à tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir encore 2 femmes. Nadège Saha, bonjour. Bonjour. Nadège Saha. C'est pas Sahara, c'est Nadège Saha, bien sûr. Elle est chargée de mission à la Crèce. Et un Pinot peut en cacher une autre, une Pinot peut en cacher une autre, puisqu'on va recevoir Anaïs Pinault-Fargeau. Bonjour. Bonjour. Elle est conseillère en économie sociale et familiale et aussi responsable de l'association PAL pour Vancy. C'est bien ça. Pour l'instant, on retourne à l'actualité. Comme chaque mercredi, c'est le point Covid. Il fallait s'y attendre après le carnaval. Bon, tous les gens n'avaient pas des masques, tous les gens ne respectaient pas les gestes barrières. Le résultat, on l'écoute. C'est parti. Les 2 premiers jours donc, de cette semaine 10, donc lundi 7 mars et mardi 8 mars, nous avons un rebond épidémique, on peut parler vraiment de rebond, puisqu'on observe sur ces 2 jours un nombre de nouvelles personnes contaminées de 1413. Concernant la pathologie Covid, nous avons 8 réanimations Covid au CHU, 3 au CHBT, ce qui nous fait dire que sur l'ensemble du département, nous en sommes à 11. Nous avons un renfort, nous avons eu des renforts du national pour venir peupler les lits de réanimation, couvrir les patients qui y sont pour leur prise en charge. Et nous avons ainsi 5 infirmiers qui y sont. Cette semaine, 9, nous avons enregistré 6 décès, 5 au CHU, 1 décès en HAD, moyen âge de 83 ans. Donc on a une situation qui est stable pour le moment côté hospitalier, une augmentation donc des 6 décès. Une augmentation de la circulation virale. Donc quelque chose qui se passe là en début de semaine. Classiquement, s'il y a un impact hospitalier, celui-ci va s'observer d'ici quelques jours. Donc là, on est dans une situation qui est critique, qui est fragile et qui impose que nous soyons très actifs, très proactifs sur un certain nombre de choses qu'il nous faut mettre en place.
Le deuxième point que je souhaitais mentionner, cela concerne le pass vaccinal. Comme vous le savez, ce pass vaccinal, le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière, va être suspendu sur l'ensemble du territoire national à compter du 14 mars prochain. Vous vous souvenez que c'était il y a une dizaine de jours, j'avais annoncé, après concertation avec les élus, que nous allions repousser l'application potentielle du pass vaccinal à fin mars. Et qu'à mi-mars, nous allions faire un point sur son application en prenant en compte notamment la situation de la doctrine nationale. Cette doctrine, je l'ai mentionné, c'est celle de la suspension. Nous allons donc suspendre ici aussi en Guadeloupe l'application du pass vaccinal. Donc le pass vaccinal ne s'appliquera pas en Guadeloupe, comme il ne s'appliquera plus dans l'Hexagone à compter du 14 mars prochain. Donc à compter d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'application du pass vaccinal. Je parle bien du pass vaccinal. Ce pass vaccinal, il était né de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. En revanche, du fait de l'évolution de l'épidémie en Guadeloupe, le pass sanitaire va rester en vigueur en Guadeloupe dans tous les établissements et toutes les activités dans lesquelles il est en vigueur. En fonction de l'évolution la semaine prochaine, on prendra des décisions sur l'évolution de ce pass sanitaire. Le pass sanitaire, donc, c'est soit la vaccination, soit les tests, soit un certificat de rémission. Voilà. Alors, attention, suspension du pass vaccinal, on n'a pas dit élimination ni disparition totale. Ça veut dire qu'après les élections présidentielles, on peut avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Enfin, nous y reviendrons. Alors, je vous l'ai dit, c'est l'heure de la Cresse, la chronique de la Cresse, il est 13h11, et on reçoit donc Madame Sarah, qu'on salue une nouvelle fois, et Madame Anaïs Pino-Fargeau, qu'on salue. C'est parti pour la Cresse. Alors, aujourd'hui, on va parler avec Nadège de l'association familiale, d'économie sociale et familiale, l'association On parle pour avancer, c'est ce qui explique la présence de Madame Fargeau. Mais tout de suite, première question, peut-on rappeler ce qu'est une épicerie solidaire, Nadège ? Alors oui, tout à fait. Donc d'un point de vue extérieur, quand on parle d'une épicerie solidaire, on verra que ça ressemble un peu à un commerce de proximité, sauf qu'il va obéir quand même à certaines particularités. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'échange où des personnes sous conditions de revenus vont pouvoir y accéder pour acheter des produits d'hygiène, des produits d'entretien ou encore des produits alimentaires, mais vraiment à des faibles coûts, des denrées alimentaires à faible coût. C'est un lieu aussi qui va permettre d'accompagner les personnes qui sont en situation de précarité. Et d'ailleurs, c'est justement ce qui explique la présence de Madame Anaïs Pino-Fargeau, qui est conseillère en économie sociale et familiale à l'association On Parle Pouvancé. Et ils vont accompagner donc ces personnes qui sont en situation précaire avec des ateliers ou avec d'autres activités pour leur permettre de sortir justement de cette précarité alimentaire. Alors Anaïs Pino-Fargeau, qu'est-ce que c'est Association On Parle Pouvancé? Enfin, bien que le nom dit déjà beaucoup de choses. Voilà, On Parle Pouvancé. C'est une association de la loi 1901 qui nous situons sur Bémao. Et en fait, elle existe depuis, elle a été créée en décembre 2005. D'accord. Et en fait, cette association a pour mission de venir en aide à toutes les personnes qui ont des difficultés financières et permettre à ces personnes de faire leurs courses à moindre coût. Donc nous proposons un accompagnement social, mais aussi collectif. Il est important aussi de notifier que On Parle Pouvancé, c'est aussi une entreprise d'insertion. C'est-à-dire que tous les 2 ans, nous avons des salariés en insertion, des personnes qui ne travaillent pas depuis au moins 2 ans. Ouais. Et donc ces personnes-là sont accompagnées par un encadrant technique et aussi on bénéficie en fait d'un suivi social individuel. Il est aussi important de rappeler que On Parle Pouvancé a reçu récemment un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est une reconnaissance institutionnelle qui permet en fait aux entreprises d'avoir un certain nombre d'aides, par exemple une épargne salariale ou encore des réductions fiscales. Et comment sont financées les actions de On Parle Pouvancé? Alors justement, il existe 2 types de financement. Premièrement, des financements pour le fonctionnement de l'association. Donc, exemple, l'aide de l'État, du conseil départemental ou encore de la CGSS. Et ensuite, il faut savoir que nous répondons à des appels à projets pour proposer des actions. Et en fait, grâce à ces appels à projets, nous avons d'autres types de financement, par exemple l'ARS, la CAF, Caisse d'allocation familiale ou encore la préfecture. Et quelles sont les actions que vous avez menées? Je vois qu'il y a une boutique en ligne. Tout à fait. Oui. Alors, au niveau des actions, déjà, nous pouvons regrouper 3 types d'actions. Premièrement, l'accompagnement social individuel. Donc, ça passe à travers les inscriptions, les réinscriptions. Et il y a des personnes qui sont suivies individuellement pour la gestion de leur budget.
Ensuite, nous avons des accompagnements collectifs. Donc, nous proposons des ateliers en interne, créa, couture, ateliers culinaires, mais aussi, grâce aux appels à projets dont je viens de parler, nous proposons d'autres types d'ateliers, par exemple ateliers jardin, sophrologie, des sorties pédagogiques parents-enfants, des groupes de parole, etc. Et enfin, nous avons la boutique en ligne parce que, effectivement, nous avons été lauréats du prix Fondation Crédit Agricole en fin d'année 2020, qui nous a permis en fait de réaliser notre projet qui est nous prônons vers l'accessibilité, c'est-à-dire que nous avons mis en place une boutique en ligne pour permettre aux personnes de commander, d'aller les livrer. Donc nous allons vers la population. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boutique en ligne? Qu'est-ce qu'on trouve dans la boutique en ligne? Alors, tous les produits de l'épicerie. D'accord. Des produits solidaires, bien sûr. Tout à fait. Ils sont moins chers qu'ailleurs. Tout à fait. Et si les produits de l'épicerie, certaines personnes n'ont pas de moyens de locomotion, ils peuvent très bien, justement, en passant par cette boutique en ligne, aller et les produits viennent à eux directement. Il y a des actions prévues pour la Crèce dans les temps qui viennent. Oui. Donc, de la semaine prochaine, le jeudi 17 mars, on revient encore avec le fameux Didico, toujours virtuel, de l'économie sociale et solidaire. Donc, cette fois, ça portera sur les ateliers chantiers d'insertion. Donc, ça aura lieu le jeudi 17 mars dès 8h30. Donc, c'est en ligne, via la plateforme Zoom. Donc, pour s'inscrire, il faut juste se rendre sur le site internet de la Crèce des îles de Guadeloupe. Ensuite, une autre action que la Crèce va mener, ça sera du 28 au 2 avril. Donc, c'est l'ESS au plus près de la jeunesse, j'ai envie de dire. C'est la semaine de l'ESS à l'école. Où chaque année, voilà, c'est ça, comme chaque année, où là, la Crèce va aller dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves, les jeunes, à cette forme d'entrepreneuriat différente. Et d'ailleurs, j'en appelle, s'il y a des chefs d'établissement qui nous regardent aujourd'hui, de ne pas hésiter à nous contacter pour justement bénéficier de cette action. Donc voilà. Oui, juste une dernière question à Anaïs. La boutique en ligne, monsieur, quels sont l'URL, enfin je veux dire le site www.onparlepouvancer.fr. C'est tellement simple et en fait, que j'y avais pas pensé. C'est ça, donc la possibilité de commander en ligne pour être livré, mais la possibilité de commander en ligne et de venir récupérer au magasin. Parfait. Un dernier mot, non? Oui, simplement rappeler que les actions de la Crèce, pour mener à bien ces actions... La Crèce IG quand même. La Crèce des îles de Guadeloupe, financée par le conseil départemental, la région, le département, le Fonds social européen, et également, j'ai tout dit. Voilà, elle a tout dit. Il est 13h17, on passe à l'actualité. Hommage à Serge Styzariński, je l'ai dit, qui a été directeur d'Air Caraïbes il y a quelques années, et puis il était passé à Air Antilles. Il vient de nous quitter. Olivier Moadel était à cet hommage, on regarde. Je suis très heureux que cet hommage soit réussi, car Serge Styzariński méritait cet hommage. C'est quelqu'un qui a passé une carrière professionnelle de quasiment plus de 20 ans dans notre environnement du transport aérien. Il a traversé et il a œuvré dans chacune des 3 principales compagnies aériennes, Air Antilles bien sûr, notre compagnie, mais aussi Air France et Air Caraïbes. Et ensemble, on a œuvré pour qu'Air Antilles, aujourd'hui la première compagnie aérienne régionale de la Caraïbe, avec plus de 25 destinations dans la Caraïbe, soit devenue la première compagnie aérienne de toute la Caraïbe. C'est un grand patron du transport aérien qui nous a quittés. C'est aussi un mentor, un ami, celui qui m'a recruté, celui qui m'a permis de revenir chez moi aux Antilles, puisqu'il m'a recruté de Paris. Il m'a transmis cette passion, cette vision qu'il avait pour le transport aérien. Et je lui dois une grande partie de mon parcours parce que même après son départ d'Air Caraïbes, nous sommes restés très proches et il a continué à me donner de nombreux conseils. Air Caraïbes, à l'époque où Serge Styzariński est arrivé, c'était une compagnie régionale, donc avec des vols entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France et Saint-Martin. Et nous sommes partis sur le long courrier. Donc vous voyez, c'est une marche quand même assez haute à gravir. Et Serge Styzariński, avec son expérience, avec son talent, a su emmener toute l'équipe des salariés qui étaient déjà sur place, parce qu'à l'époque, il y avait déjà 200 salariés qui étaient des anciens d'Air Guadeloupe, d'Air Martinique, et donc des Antillais. Et il nous a fait progresser pour nous permettre d'être une compagnie de référence sur le long courrier.
Et surtout, il nous a permis de garder cette fierté d'appartenance, cet ADN antillais. On parle en créole dans les avions d'Air Caraïbes. Et tout ça, on le doit aussi à Serge Tiganiski. C'est Serge qui a été l'homme de la mise en œuvre, l'homme de l'impulsion, et puis également l'homme de la vision. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a amené à créer notre classe Madras, c'est-à-dire la meilleure offre en termes de produits sur les vols d'Air Caraïbes. C'est lui qui nous a aidé à comprendre qu'il fallait faire du digital, créer un site internet. Donc c'était à la fois un très grand patron, et je salue aujourd'hui sa mémoire, mais aussi un visionnaire. Et c'est pour ça que nous étions devenus aussi amis, qu'on a partagé des bons moments, des moments plus difficiles, mais évidemment ce sont les meilleurs souvenirs qui restent ce soir. C'était donc hier soir à Pôle Caraïbes, cet hommage à un pionnier, mais enfin disons à quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'aviation commerciale. Vous l'avez vu, les gens d'Air Caraïbes, alors qu'il avait quitté Air Caraïbes, qu'il était à Air Antilles, sont venus lui rendre visite. Il est 13h21. On prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure avec José Turlepin et avec Nathalie Jacobi-Kouali. On va parler des suites possibles après une garde à vue. C'est très important. À tout de suite. Il est 13h28 dans le ZCL News de ce jeudi 9 mars. Et nous allons retrouver avec plaisir notre juriste du jeudi. Je vais parler de Nathalie. Bonjour. Bonjour Danick. Ça va? Très bien, merci. Bon, il y a un petit changement de look déjà, ça se voit. On commence. On commence tout doucement? Bon, ça viendra. Alors, tout de suite, générique, et puis on revient sur les suites possibles d'une garde à vue. C'est à vous, maître. Merci, Danick. Alors, donc, le gardé à vue peut-il être remis en liberté après sa garde à vue? On avait parlé déjà de la garde à vue. C'est ça. Et on se dit, bon, mais alors, il est gardé à vue et après? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc, justement, j'ai voulu anticiper. Donc, tout à fait, après la garde à vue, en fonction de la situation, le gardé à vue peut être remis en liberté. Alors, lorsqu'au terme de la garde à vue, la personne est remise en liberté, cela signifie... qu'est-ce que ça signifie pour la procédure qui est en cours? Alors, ça va dépendre des raisons de sa remise en liberté, à savoir que le gardé à vue pourra quitter les lieux de sa garde à vue libre, dans 3 cas de figure. En cas de classement sans suite, en raison d'une remise d'une convocation par l'officier de police judiciaire pour une procédure classique au tribunal, ou en raison d'une convocation de l'officier de police judiciaire pour une procédure simplifiée, à savoir une médiation pénale, une composition pénale ou une audience de C1PC, à savoir de reconnaissance préalable de culpabilité. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle classer sans suite? Alors, le classement sans suite, cela signifie, comme le procureur de la République, il va décider de l'opportunité des poursuites. Donc, il peut considérer, au regard des éléments des auditions de la garde à vue, des éléments du dossier, qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre le gardé à vue. Donc, il pourra classer l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'une convention d'officier de police judiciaire? C'est une procédure classique au tribunal. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la convocation devant l'officier de police judiciaire signifie que le procureur de la République a considéré qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du gardé à vue qui justifient sa poursuite devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Donc, au terme de sa garde à vue, le gardé à vue va recevoir directement une convocation devant une de ses juridictions de jugement. Oui, avant qu'il soit jugé. Oui, afin d'y être jugé, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette COPJ dans une procédure de jugement simplifiée? Alors, ce que cela veut dire, ça va concerner les infractions les moins graves. Ainsi, le gardé à vue pourra recevoir une convocation pour une médiation pénale, pour une composition pénale ou une audience, ou pour une convocation pour une audience de reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, il y a encore un terme dont j'ignore le sens, c'est la médiation pénale. Ah ben, je vais l'expliquer, je suis là pour ça. Oui. Donc, qu'est-ce que la médiation pénale? La médiation pénale est une alternative aux poursuites dans un litige pénal. Donc, elle nécessite que les parties soient d'accord, à savoir la partie civile, la victime et la personne poursuivie. Donc, ils vont
les parties vont se mettre d'accord pour un accord amiable. Son objet est de trouver un point d'accord entre le prévenu et la partie civile, afin notamment de réparer le préjudice de la partie civile. Cette procédure doit être acceptée par la partie civile et être mise en œuvre par un médiateur pénal, désigné par le procureur de la République. Et si la médiation aboutit, les parties vont formaliser leur accord avec le médiateur pénal et il vérifiera la bonne exécution de cet accord. Et si l'accord est exécuté, la procédure est terminée. Dans le cas contraire, si la médiation n'aboutit pas, donc là, le procureur pourra décider soit de classer sans suite, soit de renvoyer le gardé à vue devant une juridiction de jugement. Alors, il y a un nouveau terme employé, la composition finale. La composition pénale. Alors, pardon. Je dis finale, c'est pénal. Oui, pénale. Alors, qu'est-ce que la composition pénale? Alors, elle concerne les infractions dont la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Il faut savoir que toutes les infractions ne peuvent pas être visées par cette procédure. Donc, il va s'agir d'une transaction passée entre le procureur de la République et le prévenu. Donc, le prévenu devra nécessairement reconnaître la réalité de l'infraction qui lui sera reprochée. Ensuite, le procureur va lui proposer une peine qui ne pourra pas être une peine d'emprisonnement. Et lorsque la proposition sera faite, le prévenu aura un délai de 10 jours pour pouvoir donner son accord. Donc, s'il accepte, la composition pénale est acceptée et le procureur devra saisir soit le tribunal correctionnel, soit le tribunal de police pour l'informer de cet accord. Donc, si par contre la composition pénale est refusée, donc là, dans ce cas, le procureur de la République, encore une fois, pourra décider soit de classer sans suite, soit de renvoyer devant une juridiction de jugement. Alors, il y a aussi l'audience sur reconnaissance préalable à la de culpabilité. C'est ça, donc on va, en termes abrégés, qu'on va appeler l'audience de C1PC. Donc qu'est-ce que l'audience de C1PC? Donc cette audience, elle a pour but, cette procédure, de désengorger le tribunal correctionnel. Donc pour cette procédure, l'avocat est obligatoire et il faut également que le prévenu ait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Donc ensuite, concernant cette procédure, donc elle se fait en 2 temps. Donc dans un premier temps, le prévenu passe devant le procureur de la République qui va lui faire une proposition de peine. Lorsqu'il lui fait cette proposition de peine, il faut savoir que la peine qui lui sera proposée sera toujours plus intéressante que s'il passe devant le tribunal correctionnel. D'accord ? Donc lorsqu'il lui fait cette proposition de peine, le prévenu a la possibilité d'accepter ou de refuser. S'il refuse la proposition de peine, le dossier sera renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par contre, s'il accepte la peine qui lui est proposée, il faudra qu'elle soit homologuée par le président du tribunal. Donc à ce moment-là, il y aura, donc ça se fait en 2 temps, d'abord la proposition devant le procureur, ensuite l'homologation devant le président du tribunal judiciaire, et là, à ce moment-là, le président pourra décider ou pas d'accepter la proposition de peine qui a été faite. Et s'il accepte, ça sera homologué. Et dans quel cas le gardé à vue peut rester retenu par la justice? Alors, au terme de la garde à vue, le gardé à vue pourra être justement... excusez-moi. Oui. Il pourra faire l'objet d'un déferment, soit devant le procureur de la République, soit devant le magistrat instructeur. Alors, quelles sont les suites qui sont données à la procédure lors d'un déferment devant le procureur de la République? Alors, lorsqu'il est déféré devant le procureur de la République, donc là, dans ce cas, il y aura 2 cas de figure. Comme le procureur conserve l'opportunité des poursuites, lorsqu'il est déféré devant lui, il peut décider de classer sans suite. Parce qu'effectivement, au terme de la garde à vue, on peut estimer qu'il n'y a pas eu suffisamment d'éléments pour justement le renvoyer devant une juridiction de jugement ou une procédure simplifiée, ou il pourra également décider de le faire comparaître devant une juridiction de jugement en comparution immédiate. Et quelles sont les suites qui sont données à la procédure lors d'un déferment devant le juge d'instruction? Là, on a vu le procureur, et là, c'est le juge d'instruction. Alors, devant le juge d'instruction, donc, ce qui se passe, c'est que le procureur pourra décider, en fonction des éléments qui auront été indiqués dans les auditions de garde à vue, qu'il faut ouvrir une information judiciaire, parce qu'il faut justement avoir plus d'éléments dans ce dossier, et donc saisir un juge d'instruction. Donc, à ce moment-là, un juge d'instruction sera saisi, donc le gardé à vue
sera déféré devant le juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction pourra soit le mettre en examen, soit l'entendre en tant que témoin assisté lors d'une audition de première comparution. D'accord. Et donc, tout ça, oui. Et lorsqu'effectivement, si le procureur décide de le mettre en examen, donc là, à la suite de cette mise en examen, il pourra soit le placer sous contrôle judiciaire, il pourra également l'assigner sur surveillance électronique avec un bracelet électronique, ou encore le placer en détention provisoire. Et à la fin de l'instruction? Donc, à la fin de l'instruction, donc, soit le juge d'instruction pourra rendre une ordonnance de non-lieu, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas suffisamment de charges à l'égard du prévenu, donc ça veut dire que l'affaire se termine, soit il peut renvoyer l'affaire devant une juridiction de jugement, donc ça pourrait être le tribunal correctionnel, le tribunal de police, et pour les crimes, la cour d'assises. Juste un mot pour terminer. Quelquefois, la garde à vue peut excéder 24 heures. Tout à fait. Comme on l'a vu la précédente fois lorsque j'ai parlé de la garde à vue. Donc la garde à vue peut durer 24 heures, 48 heures, comme elle peut durer plus longtemps pour des faits de plus graves comme les faits de bande organisée, trafic de stupéfiants. Donc ça peut être plus long. Voilà, 13h38. Dans un instant, on reçoit José, bonjour. Bien, bonjour. Tout à l'heure, on prend juste une petite pause pour remettre le jus. Et on revient vers toi dans un instant. C'est parti pour la pause. 2, 3, 4, 5, 6 femmes. 7 avec Madame Sarah Saint-Cyril. Bonjour toutes. On dirait que tu t'en plains beaucoup. Plus Madame Taurin, plus José, ça fait 8 au total dans l'émission. J'ai battu le record aujourd'hui. Ah, c'est bien, bravo. Bon, alors José, merci d'être là. Oui. C'est pas pour manger pont, mais c'est pour parler de l'Académie du Cap, parce qu'il va y avoir une manifestation. Et Raymond, merci. On n'en va pas assez souvent, mais enfin, bien heureux que ce soit aujourd'hui. Merci d'être là. Et puis, je découvre Madame Saint-Cyril qui travaille au MAC. Et toutes les trois, vous avez quelque chose à nous dire. Voilà, toutes les trois, de façon collégiale, de façon ensemble, oui. Peut-être contrée. On va présenter un grand projet ce dimanche, dimanche 13 mars. On dimanche, au commandement, l'Académie du Cap présente son défilé de costumes, avec une nouvelle écriture culturelle, une nouvelle écriture esthétique, avec la collaboration du CAC, avec la collaboration de Patoré, Raymond Pater-Taurin, de Kamojaka, l'Académie du CAC bien sûr, et puis le soutien du Memorial Act. Donc toutes les trois, nous sommes là pour présenter ce très beau projet. Alors quel sera le rôle de Madame Taurin? Pater de son nom et Raymond de son prénom. Alors, Madame Pater-Taurin est là en tant que, on va dire, chef d'orchestre. Pas chorégraphe? En tant que chef d'orchestre, parce que c'est une manifestation qui dépasse la chorégraphie. Il y a de la chorégraphie, mais je vais mettre en scène, par exemple, José, ici présente, qui sera une jeune veuve éplorée, maquerelle comme pas possible, qui surveille toutes les choses, et des gens qui vont regarder si les gens sont habillés de telle et telle manière, aidés en cela par Joël Barthebin, Micheline Pater, mais aussi une minutieuse que tu connais très très bien, qui est la rédactrice en chef de France Antilles, qu'on ne présente plus puisqu'elle fait partie des cuisinières, et en tant que cuisinière... Notre amie Nathalie, exactement, avec un ami Wilfried, et bien sûr, Monsieur Rony Théophile aussi. Oui, incontournable. Incontournable pour ce qui est de l'élégance guadeloupéenne. Mouna gomme, on ne peut pas mettre un jupon qui a dépassé un genre, etc. Ni on tête mal marée non plus. Ni on tête mal marée, ou bien ou mal fardé, fardé qui a parti en travers. Donc, il peut faire. Donc, moi, je suis en quelque part... Oui, c'est ça. C'est bien la chorégraphe de tout cet ensemble-là. Cette année, tout le monde le sait, c'est que l'Académie du CAC, c'est ma maman culturelle, ma maman artistique, Jacqueline Cachepirtol, que je salue. Et même si on prend un casao, les dimanches, on peut manger du riz et pois rouge pour le à Camagnon. Donc c'est normal. Et l'Académie du CAC m'a déjà beaucoup donné. Et c'était à mon tour une autre manière de voir, de restituer. Et donc par l'intermédiaire de l'association que je guide maintenant, qui s'appelle Patoré, puisque j'ai passé la main... Patoré.
Pater Torin Raymond. Voilà. Ouais, que j'ai passé j'ai passé l'école de danse Kamojaka à Ludovic Divrand à Madame Hélène Deschamps et toute la bande là, toute une équipe forte. Et là, je m'occupe uniquement de création directe, sans me préoccuper de apprendre vous mettre ton pied devant, pied derrière. On finit avec ça. Non, pas finir avec ça, sauf dans les pays étrangers, là, il y a crié moi pour apprendre à danser ronda les roses. Ouais. Donc, voilà. Mais ça me tenait énormément à cœur de faire un dimanche au commandement. Et si tu ne le sais pas encore, je fais partie des personnes du CAC, de critiques artistes en résistance. Les artistes en résistance, oui. Est-ce que vous savez bien que le CAC a un nouveau nom? Oui, Marie Scondé. Marie Scondé. Marie Scondé. Ça, c'est notre vœu très très fort et j'espère que les politiques l'entendront. Alors, juste pour revenir à la manifestation, c'est bien que Raymond présente ça comme ça parce que cette année, l'Académie du Cap présente ce projet, mais tu comprendras bien qu'avec les événements, qu'avec les artistes en résistance, ce projet, il a une couleur différente, il a une dynamique différente. C'est une présentation, une manifestation, un projet culturel de résistance. Tout à fait. Alors, j'allais dire, en parlant de politique, est-ce que, Raymond, tu sais que le CAC, où se trouve le CAC à Pointe-à-Pitre, côté qui est alors, le CAC, juste à côté, il y a à côté de la mairie de Pointe-à-Pitre. Mais là, pour les gens, il y a au CAC. Ça va étonner où? Non. Moi, je vais faire encore la langue de bois. D'accord. Parce que si on veut Anthony a dit on l'obité, mais pas uniquement pour Michel Limer, ni d'autres encore, et même des artistes. Les gens ne se rendent pas compte. Et que nous sommes visités par des personnes de toute... comment dire? Tout horizon. Du monde entier. J'ai envie de dire ça. Parce que là, hier, j'étais au CAC et il y avait une dame de Suisse qui est venue nous voir et qui est venue dire combien elle trouvait cela extraordinaire. La Guadeloupe est une terre de résistance. La résistance à l'oppression est un droit naturel. À part moi qui écrit ça, ça fait 1802. Et donc, c'est vraiment... Tu sais, à la limite, les gens qui ne viennent pas, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'ils perdent l'essence de la Guadeloupe. C'est là que ça se passe. C'est là que... et l'idée de réunir deux points essentiels, culturels, forts de la Guadeloupe, à savoir, et de Pointe-à-Pitre, puisque Pointe-à-Pitre, c'est ma ville natale, je le rappelle, même si j'ai émigré à Moronalo, mais c'est là l'ombre qui est enterré. Pas loin du Mac, d'ailleurs. Voilà, en face, avec Mac, c'est là, en fait. Donc, de relier, la gageure pour nous, c'était de relier le Centre des arts et de la culture, lieu de résistance, avec le Mémorial Acte, qui est symbole de la résistance humaine anti-esclavagiste. L'idée, c'était ça. C'était un lionnage, en fait. C'est on l'arèle que nous avons créé, on peut nous créer entre les deux. On dira arc croisé. Voilà, arc croisé. Et dans cet arc croisé, de l'art vivant. Tout à fait. De l'art vivant. Alors, le MAC est présent dans l'affaire, finalement, il vient de le dire. Tout à fait. Nous sommes d'ailleurs très fiers de nous associer avec les diverses associations qui ont été nommées pour pouvoir représenter les couleurs de la Guadeloupe et des traditions créoles, justement. Et puis, tout ce que ces mesdames disaient sur le déroulé symbolique entre le CAC et le MACT dans la ville de Pointe-à-Pitre, évidemment, le Mémorial Acte est très fier de s'associer à cet événement. Alors, c'est dimanche, à partir de qui est? Alors, dimanche, depuis 8h30 du matin, rendez-vous quand il prend au CAC. Parce que la manifestation, c'est une manifestation en plusieurs temps. Si on a parlé de flânerie culturelle, on va commencer au CAC. Donc, c'est Mouna, Poté Monève, Beuf Yayek après Dossal, 8h30, on l'a mise en place et on va commencer à 9h pétante. Donc, voilà. Et donc, je dois dire quelque chose qui est très très fort, c'est que non seulement nous avons en tant que nous avons représenté l'élégance que c'est là, c'est aussi un hommage à nos grands-parents et à leur élégance naturelle et des ports, des robes, des grands jours, des robes, etc. Bon, et tu vois, Mangipon trouve toute sa place. Et Mangipon. On a Mangipon quand même. Mangipon, pour Jipon, il a montré, mais il a montré plus qu'il Jipon, et jusqu'à montrer
sous le jupon. Oui. Voilà. Le volcan qui a pas volcan, tout cela, souffriait même pour lui. Et donc, on va avoir avec nous l'association des grenats de la Guadeloupe. Ah bon? Oui. On va... quand on comprend. Nous dit, nous avons mis au 6-4D et on va avoir aussi les voitures anciennes. Oui. Je viens d'avoir qui sortent de Basse-Terre pour venir avec nous. C'est un spécialiste de Saint-Claude. Pas Basse-Terre, c'est enfin, on dit Basse-Terre, de la Basse-Terre. De la Basse-Terre. Et je les salue et vraiment je remercie beaucoup ces gens qui viennent et que le Memorial Act soutient, parce qu'il ne faut pas le nier. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pu faire si le Memorial Act n'avait pas pris la responsabilité d'accompagner l'Académie du Cap, parce que c'est d'abord un concept Académie du Cap. Et tous ces gens-là, on va faire donc non pas un défilé à pied comme d'habitude, mais ce sera un défilé en voiture ancienne. En voiture ancienne. Donc, comme nous payons pêcher tout le monde, ces gens-là, après, ils peuvent suivre nous en voiture. D'accord. Nous que fait la rue Frégo. Que nous dansé quand même. Alors, mais c'est ça. Là, nous qui arrivons Memorial Act, nous qui descendons avec tout grand monde, nous. Tout wash en nous. Et puis là, ça c'est wash. Manifestation là, quand ils faisaient là, à Esplanade à Memorial Act. D'accord? Donc, toute association qui est présentée quadrille, donc on grand quadrille, tout le monde ensemble. Et après ça, Raymond, nous qui finissons. Attends. C'est 1 minute et demie. Nous avons un bal titane. Elle veut un orchestre. Un bal titane. Elle veut un orchestre spécifique. Fait, elle veut Sadi Kali, elle veut Florence Napri, elle veut Cancel Lucille, elle veut Jean-Michel Lesdel. Voilà. Quel est les grands? Puisque Kevin, Lyonnais, avait orchestre traditionnel à M. Narcisse Boucard. Voilà. Donc, faut pas rater ça. On ne peut pas rater ça. C'est la date. Cela dit, on va quand même faire l'ouverture avec un coup de gros cas avant pour mettre les gens en branle de l'Académie du Cas, suivi d'une valse spécifique créée par Kamo Diaka pour cet événement. Donc, les gens, on vous invite vraiment à 8h30 de venir au CAC, ensuite de prendre le pas en voiture avec nous et pour aller direction du MACT, défiler et ensuite balle. Portez vos masques. Oui, quand même. Parce que c'est le lendemain. Nous avons veillé l'homme. Nous avons veillé l'homme. Ils ont porté masque à autres. Ils peuvent porter 4 masques à 6 autres. Porter bouteille de l'eau à autres. Je parle de participants. Donc, pour résumer, il nous reste quelques minutes. Je dirais rendez-vous à dimanche 8h30 au Centre des Arts et de la Culture. Puis nous irons tout simplement ensemble vers le Memorial Act. Dimanche 8h30. J'ai oublié de dire que c'est aussi porté par une association, l'association du CAC, les artistes résistants, mais aussi l'association du CAC, Koui Akilti. Koui Akilti, présidée par Anaïs Verspan, s'il vous plaît. Ah oui, Anaïs, bien sûr. Voilà. Bon, alors, bon résumé rapidement. Demain, Gisèle Pineau sera au MAC. Au MAC. Oui. Pour Dom Tom, c'est bien ça, avec ses 2 ouvrages, son ouvrage sur la Guadeloupe d'antan et l'autre ouvrage sur cette jeune Guadeloupéenne qu'elle a retrouvée, etc., etc. On a vu des images tout à l'heure. Ce soir, nous avons notre bilan encore à Fouillol, présentation d'un livre sur Jean-Louis Baguio avec Winnie Kaona. Nimitin qui a fait tous les jours en pays là, ça. Et donc dimanche, dimanche au commandement. Flânerie culturelle du CAC au MACT. Nous sommes un pays, nous avons besoin ces jours-ci de culture et nous faim. Alors voilà. Et tu parlais tout à l'heure de créativité. Pour nous, pour les peuples de ces pays, la créativité a toujours été un acte de résistance. Et la femme est toujours... Derrière chaque homme, pas derrière chaque homme. Ah non. Les femmes portent les projets de résistance. D'accord, voilà. Mesdames, messieurs, mesdames, surtout, je vous remercie. Je rappelle rapidement, en début d'émission, on a reçu, je l'ai dit tout à l'heure, Gisèle Pineau pour cette manifestation qui a lieu demain à 18h au CAC. Au MAC, Jocelyne Daril et Raphaël Kamumba sont venus parler d'une manifestation qui se fera ce week-end, la semaine prochaine, aux AMIM.
ni mitin tout bonnement. Nadessa et Anaïs Pino-Fargeau sont venus parler d'une association qui s'appelle On parle pour avancer sur une économie sociale et solidaire, une boutique en ligne. Je crois acheter un mitin, on peut livrer directement. On a eu aussi Nathalie Jacobi-Kouali dans cette période, on ne sait jamais, elle a parlé de la garde à vue, ce qui se passe après la garde à vue. Et puis on termine en beauté avec 3 belles femmes, José, Raymond et Madame Sarah pour la première fois. Bon, enfin, on est content de vous voir. Merci. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour notre ZCL. La réalisation était assurée par notre ami Yann. Voilà, il bout de Pujol là. À demain, même là, 12h30. Merci en pile. C'est bien de recevoir, pas mon Jipon, mais José. Oui, c'est José.